moi, je suis Claudie Voué, je suis une des animatrices fondatrices de Genre en Action. Euh, et c'est avec donc Genre en Action et la plateforme Genre et Développement que nous avons eu cette envie de ce webinaire suite au constat du peu d'informations finalement qui filtraient sur la question du Covid et de la Covid, pardon, c'est féminin, de la Covid et puis de son impact sur les femmes et sur les questions de genre dans les pays notamment francophones. On observe dans cette crise, comme dans de nombreux, voilà, à d'autres occasions, le décalage qui existe entre ce qui est écrit, notamment voilà, les articles, les informations, les données qui arrivent du monde anglophone, du monde hispanophone et du monde francophone. Et là, on voit aussi que sur cette question-là, voilà, il y a moins de choses qui sont produites. Enfin, pour le moment, en tous les cas, ça va peut-être changer. Et donc, on a eu envie voilà, de mettre un peu en avant ce qui se passe dans les pays francophones des Suds sur cette question-là. Donc ça, c'est le premier webinaire d'une série de deux. Donc, à la manipulation des diapos, il y a Elisabeth Hoffmann, que vous connaissez peut-être aussi, qui est donc membre de Genre en Action, et puis Yveline Nicolas, que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure. Donc, ça, c'est le premier webinaire, donc avec ce focus sur genre et coronavirus dans le sud francophone. Euh, Prochaine diapo, si tu veux, Elisabeth. Et donc, c'est une série de deux. Le premier, donc aujourd'hui, qui apporte plutôt des témoignages et la possibilité donc d'échanger sur cette situation-là à partir de l'exemple de 4 pays, mais avec, j'imagine, d'autres exemples qui viendront dans les discussions. Et puis le prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine à la même heure et qui sera davantage axé sur les réponses que les organisations de coopération et la solidarité internationale peuvent apporter face à cette crise d'un point de vue du genre. Et donc, bien entendu, on essaiera de réinjecter dans ce second séminaire des choses qui se seront dites aujourd'hui. Elisabeth? Donc, très rapidement, donc Genre en Action, si vous ne connaissez pas ce réseau, c'est un réseau qui a déjà 17 ans maintenant, créé en 2003. On a développé au fil des ans pas mal de projets, mais surtout voilà, beaucoup travaillé sur une mission d'information, de formation, d'observation. Actuellement, on n'a pas de projet sur le terrain, euh, mais on continue voilà, d'animer à travers les membres des discussions, des échanges, et ce webinaire en fait partie. Donc là, vous avez quelques exemples de projets qu'on a menés dans le passé. Je vais laisser Yveline présenter la plateforme Genre et Développement. Et bonjour, donc je suis Yveline Nicolas, coordinatrice de l'association Adéquation, qui fait partie aussi de Genre en Action et qui actuellement a une mission d'animation de la plateforme Genre et Développement pour le ministère des Affaires étrangères. Donc en 2 mots, la plateforme, c'est un lieu de dialogue, d'échange d'expériences, de construction, de plaidoyer entre organisations de la société civile et pouvoirs publics. L'objectif principal, c'est d'essayer de favoriser les convergences et le dialogue entre ce qu'on appelle les familles d'acteurs, organisations de la société civile, collectivités territoriales, milieux de la recherche, organisations de solidarité issues des migrations, ministères, institutions de développement, etc. Voilà. Toutes les activités, réunions ouvertes ou réunions thématiques plus restreintes, vous avez des comptes rendus sur le site qui s'affiche là, genredéveloppement.org. Et je pense qu'à la fin de notre séance, on reparlera brièvement du séminaire numéro 2, du séminaire prochain dont on parlera. Excusez-moi, j'ai des interférences là. Voilà.
Ok, merci. On va présenter rapidement les quatre intervenantes. Donc, la première, ce sera Élise, Paul-Élise Henry, qui est également membre fondatrice de Genre en Action, qui travaille voilà, sur les questions de genre dans son pays au Burkina et qui est sociologue de formation. On avait prévu que la seconde soit Annie Matundu de RDC. Ce sera peut-être pas la seconde si elle n'est pas encore connectée. Elle me confirme qu'elle a toujours des problèmes de connexion assez lentes. Donc Annie travaille aussi sur les questions de genre dans son pays. Elle est à Kinshasa. Euh, mais elle est aussi, et c'est très important, la présidente de WILF, donc la Ligue pour la paix et la liberté en RDC, et très active dans Genre en Action depuis le départ. Du Cameroun, on aura Pélagie, Anne-Pélagie Yochou, qui elle dirige ce qui est le CEPAF, le Ladies Circle, qui est membre également membre fondatrice de Genre en Action et qui mène toutes sortes d'activités au Cameroun et y compris actuellement autour de la crise de Covid. Et puis Penda Diouf, qui est au Sénégal, à Saint-Louis, qui est coordinatrice de l'Observatoire du genre de Saint-Louis, membre aussi de Genre en Action, avec qui Genre en Action a développé notamment un projet de budgétisation communale sensible aux questions de genre pendant plusieurs années. Donc c'est elles qui vont nous faire part de leur réflexion sur ce qui se passe dans leur pays. Les présentations vont toutes suivre un format assez identique, hein, puisqu'on avait formulé ensemble un certain nombre de questions. Elles auront 10 minutes à peu près. Il y a deux petites vidéos qui seront intercalées également au cours des interventions. Et puis ensuite, il y aura bien sûr le temps d'échange. Donc, prochaine diapo. Donc, alors, bon, ça voilà, ça c'est fait. On continue. Juste, n'oubliez pas de mettre vos micros, de les barrer, de les éteindre. C'est à toi, tu as 10 minutes. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour à tout le monde d'être présent. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. Pour préparer ce webinaire, on avait 4 petites questions autour desquelles on a organisé un peu notre présentation. Le premier point, c'était de donner quelques éléments de contexte par rapport à la crise du Covid dans notre pays. Donc, il faut rappeler que le Burkina Faso est en Afrique, est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec 20 millions d'habitants et 52% de femmes. Donc, en ce qui concerne la crise sur le Covid, il faut se dire qu'on compte à ce jour, les chiffres sont là, 609 cas qui sont déclarés, on a 39 décès, on a 389 personnes guéries et on a, comment on appelle? Voilà, plus d'hommes que de femmes qui sont touchés. Donc, au-delà de ce Covid, il faut dire que le pays, comme d'autres pays de la région, traverse aussi des questions de crise humanitaire et de crise sécuritaire. Donc, la question du Covid va impacter davantage encore les personnes les plus vulnérables, dont les femmes. Il faut dire que, voilà, ça c'est un peu la présentation du contexte. En ce qui concerne les mesures, voilà. Les mesures qui ont été prises pour contrer un peu ce Covid, il y a eu, comme dans les autres pays, beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la fermeture des lieux de culte, des écoles, des grands marchés et tout. Et au niveau politique, il y a le couvre-feu aussi. Au niveau politique, il y a eu un ensemble de mesures, aussi bien sur le plan économique, en lien avec la fiscalité et l'accès au financement. On a eu des mesures qui ont été prises sur le plan des mesures sociales d'accompagnement en lien avec la réduction, tout ce qui concerne les factures d'eau, d'électricité par exemple, la sécurisation des stocks de produits de première nécessité.
On a eu des mesures aussi qui ont été prises par rapport au marché et au marché et aux yards. Les yards ici, ce sont les gros marchés de quartier qui ont été fermés et pour lesquels quelques mesures ont été prises d'avril à juin avec des suppressions de loyers, des prises en charge de factures d'électricité et tout. Et on a quelques mesures aussi qui ont été prises sur les médias et les entreprises du secteur de la publicité, notamment en termes de taxes pour permettre la diffusion et la communication sur cet aspect. Enfin, on a des mesures, la dernière grande mesure en lien avec le soutien à la relance de l'économie. Là, il y avait 5 mesures, mais ce qui est important et intéressant pour nous de retenir, c'est qu'on a l'instauration d'un fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel et en particulier pour les femmes, pour un montant estimé de 5 milliards. Donc, voici un peu toute une panoplie de mesures qui ont été prises, qui sont à peu près semblables dans les autres pays. Mais bon, maintenant, le plus important, c'est de savoir l'effectivité de ces mesures. Et pour le moment, on n'a pas tellement, en tout cas, plusieurs sont mises en application, mais en termes de chiffres et de détails, c'est assez difficile. Le deuxième point sur lequel on devait réfléchir, c'était par rapport à la répercussion de cette crise, notamment sur le plan sanitaire en ce qui concerne les femmes. Donc, en ce qui concerne les activités économiques, comme vous savez, d'autant plus que les marchés, les yards ont été fermés. Donc, les femmes se retrouvent bien sûr avec une réduction de leurs revenus, la perte de ressources évidemment. Et il y a eu des déplacements des sites de vente. Bon, souvent, ce qui est, on ferme les marchés, mais à peine à 100 mètres, les femmes se déplacent pour se mettre aux abords des routes. Donc, bon, cette mesure, elle devait être beaucoup plus suivie. La fermeture des restaurants, des maquis. Donc, tout en sachant que, puisque ce sont les femmes qui soutiennent beaucoup plus et qui sont plus dans le secteur informel et qui soutiennent aussi les activités et l'entretien des ménages, bon, ne fait pas de doute que ce ne sera pas facile. Ici, on a une petite vidéo qui est en train d'être présentée. On a essayé de faire un tour pour voir comment est-ce que la mesure des protections barrières était mise en place. Donc, vous voyez qu'il y a une femme qui est là. Ben, elle sait que ça existe. Il faut porter le masque, il faut avoir la distanciation sociale, il faut avoir le gel ou le savon. Mais bon, dans la réalité, ce n'est pas quelque chose qui se met en place facilement, simplement parce que ça coûte cher, parce que, bon, ben, les marchés, on les chasse tous les jours, mais elles reviennent parce qu'elles ont besoin d'avoir leurs ressources pour nourrir leur famille. Donc, une d'autres répercussion en ce qui concerne le domaine de la santé, ben, vous verrez lorsqu'on voit les chiffres, on voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont atteints, c'est vrai, mais on sait aussi que lorsqu'il s'agit de prendre la décision de se faire soigner ou de se déplacer ou même de dire qu'on est malade, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas les moyens de pouvoir acheter ces produits, ces médicaments. En ce qui concerne les rôles sociaux et les responsabilités des femmes, c'est vrai qu'avec les mesures du couvre-feu, par exemple, d'abord qui était à 19h, après qui a été ramené à 21h, de 21h à 4h du matin, on sait que bon, les hommes rentrent beaucoup plus tôt, c'est vrai. Pour certaines femmes, je ne pense pas que ce soit dans la majorité, ça ne change pas beaucoup les rôles traditionnels d'entretien des ménages et des tâches ménagères toujours qui incombent aux femmes. Donc, je ne pense pas que le Covid va changer beaucoup. Au contraire, je pense que les questions des violences, malheureusement, chez nous, c'est difficile de pouvoir les comptabiliser, de les rendre visibles, mais il n'empêche que c'est une réalité qui est là, qui est partagée par beaucoup en ce moment. En ce qui concerne donc voilà, les violences, c'était surtout ça. Le troisième point sur lequel on devait intervenir, c'était de savoir
quelle est la place des femmes en termes de visibilité et en termes de débat public? Bon, ici, on peut dire oui, il y a la visibilité parce que c'est notre ministre de la Santé, c'est une femme sur les réseaux sociaux. Mais au-delà, comme dans beaucoup d'autres pays, tout ce qui est débat, tout ce qui est intervention, médias, on n'aura pas beaucoup de femmes. Par contre, dans les interventions, il y a la société civile s'est beaucoup mobilisée, les associations des femmes, les coalitions des femmes se sont beaucoup mobilisées, beaucoup dans les sensibilisations, la confection des masques qui se met en place, l'appui, l'assistance. Et au-delà de cela, je pense que ce qui est invisible, c'est beaucoup aussi la solidarité qui s'est développée au sein des familles, dans les quartiers, qui ne passent pas forcément à la télé. Mais je pense qu'il est important de mettre en avant. On a un groupe de réflexion qui s'est mis en place au niveau du Burkina, qui est le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid, qui a donné quelques pistes d'intervention et beaucoup de ces propositions ont été prises dans le discours du chef de l'État, dans le discours à la nation, pour lesquels les différentes mesures ont été annoncées. Donc, voici un peu ce que je peux dire par rapport à comment est-ce que ça se vit. Maintenant, pour le dernier élément, en ce qui concerne les recommandations, donc en termes de recommandations au pouvoir public, on voit qu'il y a beaucoup d'interventions qui se font, beaucoup de dons, mais bon, ce serait bien aussi de communiquer davantage en termes de transparence surtout. Qu'est-ce qui est donné et où est-ce que ça va? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très attendu des populations. Et poursuivre la concertation et communiquer beaucoup sur ce qui se passe, les résultats des recherches, sur les mesures, l'utilisation des masques, par exemple, parce qu'on en parle, mais en réalité, les gens ne savent pas trop comment est-ce qu'il faut faire. C'est lavable, pas lavable, il faut le mettre, quand est-ce qu'il faut le mettre et tout. Donc, bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Autrement, la contagion va se répandre beaucoup plus vite qu'on ne le pense. En ce qui concerne peut-être les recommandations aux institutions de développement, comme dans beaucoup de pays, j'imagine, les partenaires sociaux, les partenaires au développement, tout de suite ont organisé des rencontres pour voir dans quelle mesure ils pourraient soutenir les gouvernements. Il y a ici au niveau du Burkina, c'est à travers l'OMS et les chefs de file des PTF qui ont mis en place une visioconférence régulière où les besoins, puisqu'il y a un plan de riposte qui a été mis en place, où les partenaires financiers ont annoncé un peu leurs possibilités d'intervention. Donc, c'est déjà bien de pouvoir mettre en commun et de mieux coordonner ces apports-là. Voilà, pour pouvoir soutenir ce qui se fait. En termes, bon, les ONG, les associations et plus au niveau local, c'est vraiment beaucoup dans la sensibilisation, l'assistance aux personnes les plus défavorisées. Et comme je vous l'ai dit, notre pays traverse, au-delà du Covid, il y a vraiment la question des déplacés internes qui est puis du terrorisme. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des éléments vraiment qui vont venir plomber un peu tout ce qui se fait et pour lequel il faut toujours être vigilant parce que ce sont des moments aussi où des tensions vont s'exacerber davantage. Donc, voici un peu rapidement ce que je voulais dire. Bon, les autorités locales, hein, c'est d'être le plus proche aussi des communautés, être attentif aux besoins et puis être présent au moment où il faut l'être et surtout essayer de sécuriser aussi tout ce qui est la flambée des prix. Malheureusement, bon, comme dans tous les pays, même chez nous aussi, il n'y a aucun contrôle. Bon, aucun, c'est trop dire, mais on voit que dans la réalité, les prix flambent alors que les frontières sont fermées, c'est vrai, mais les transports de vivres et tout ça sont permis. Bon, donc il y a pas mal de choses à faire. Donc, je ne sais pas si j'ai atteint mes 10 minutes.
Alors, je vais m'arrêter là pour le moment et les autres, après, s'il y a des questions, on pourra compléter éventuellement. Voilà pour préparer cette séance au Sénégal. Bon, d'abord, nous allons parler des statistiques globales. Au Sénégal, nous avons 2,6 cas de % par habitant pour un total de 442. Il y a 6 morts et nous avons 253 guéris. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de cas suspects parce qu'actuellement, d'après la directrice nationale de l'action sociale, notre consoeur Aram Top, il y a 3800 cas qui sont confinés en attente de tests. Oui, vous pouvez avancer un peu. Yveline? Vas-y, oui. Voilà. Maintenant, on parle de l'impact du coronavirus au Sénégal. Quelles sont les répercussions sur les femmes? Bon, d'abord, par rapport à l'économie nationale, il faut noter que nous enregistrons une récession de l'économie sur le plan global. Hein? Parce que, bon, comme vous voyez ici sur les photos, bon, il y a les étudiants, tout le monde a vidé les lits, hein? Personne n'est plus sur place. Et les conséquences, vraiment, nos gouvernants sont en train de prendre des mesures que nous allons en parler un peu plus bas. De la crise sanitaire sur les femmes. Bon, là, il faut dire que le secteur socio-économique est au ralenti. Hein. Les femmes principales actrices de ce secteur de développement ne savent plus à quel sein se vouer. Comme vous voyez dans les vidéos là, bon, c'est dommage, c'est en Wolof, mais je vais... fi mu ñëwee lu la bett man la waaye gannaaw yàlla julli Seydina Mohamed dañu kaa sant yàlla ba mu bare xam ne yëpp ci yàlla bu moo doxee njaay mi kenn génnu gaañu nangootuñu génn ku ñëw sa dootu nangu taxaw wax ak yow da lay romb dem yoonam ku ñëw du taxaw waxante nangu sa waxanteeg nu daan nañu jaay macha allah dañu daan jaay ba ay 10 heures waaw dama daan bu ma xëyee man suba si heure yi du ma jaay su ma xëyee suba si damay xëy rek ñëw jaay tuuti dem tëdd sama néeg. Bon, attendez, excusez-moi, il faut... Vous voyez ici, nous sommes tous là. On a exposé nos marchandises, mais on ne voit personne. On ne voit plus personne et il y a surtout les villages, les villes environnantes qui venaient, qui malheureusement ne viennent plus parce qu'il y a le couvre-feu, il y a l'état d'urgence. On ne peut plus se déplacer d'une zone à une autre. Même son de cloche chez les autres catégories de vendeuses. Hein. Celles qui vendent les crevettes, celles qui vendent les légumes, celles qui vendent les poissons, c'est le même chose. Et puis encore, bon, nous, on vit aujourd'hui. Le matin, on se lève, on vient au marché, on fait quelques bénéfices et on sort notre dépense quotidienne. Mais actuellement, ce n'est plus possible. On ne voit plus la clientèle, on ne voit plus la clientèle et vraiment, on frise la pauvreté actuellement. naka fi yàlla dàq léegi yëpp am jàmm beaucoup de paix li ñëw daal dal ci kaw doomu aadama yi yal na yàlla teggi mbooloo pour ñëpp kañ sunu dëkk njaboot gi ñëpp sonn njaboot gi yëpp marché bi ñëpp jaaykatu Dakar xale yi di ambala ndeysaan xale yi da nga leen ngay fàtt sa bopp njabootu jaambur yi fi ñëw di wut liggéey da ngay fàtt sa njaboot billahi wallahi xale yi noo nekk noonu ci marché bi gis nga tabarka ñëpp géej gi ñu doon jooy mu nangu sunu gaal sama gaal ma la sama gaal waa dama nga sax booyee amatuma matériel amoon naa gaal amoo bakanaari nangu maa ngi tuuti mais actuellement noo ngi nii samay doom dañuy toolaan il y a aussi le problème du transport qui a été posé par les ménagères qui habitent les villages environnants de Saint-Louis. Malheureusement, eux aussi, elles ont vu le coût du transport tripler.
parce que chaque jour, elles payaient 200 francs pour venir à Saint-Louis travailler. Mais maintenant, avec la limitation de la charge de transport, bon, elles sont obligées de payer 1000 francs pour venir et 1000 francs pour rentrer le soir. C'est très dur pour elles, comme se réclame une d'entre elles, mais on est obligé de s'accrocher en espérant que d'un moment à l'autre, la situation va changer. Bon, c'était un peu ça. Bon, pour ce qui concerne les activités socio-économiques, on s'est surtout orienté sur les activités journalières au marché. Et là, il faut dire que vraiment, on tend vers le chômage, hein, et vraiment vers une aggravation, ou bien même une accentuation de la pauvreté. Maintenant, pour ce qui est de... Oui, pour ce qui est de la deuxième question, est-ce que la situation spécifique des femmes fait partie du débat public et prise en compte par les décideurs? Il faut se dire que bon, les décideurs ne prennent pas en compte cet aspect de la problématique du problème des femmes face à ce Covid. Le problème du genre est loin d'être posé. Les décideurs agissent sans tenir compte des problèmes spécifiques des femmes et dans différents secteurs ou domaines sans prendre compte de cet aspect. Il est constaté que dans les médias, le débat n'est pas porté sur le genre en cette période de crise. Pourtant, les femmes jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la pandémie avec des risques particuliers, notamment si on considère les infirmières, les care qui est assumé par la femme à la maison, hein, et disons, elles sont rudement touchées aussi, bon, parce qu'il y a même des violences basées sur le genre à cause de ce confinement. Bon, pour ces raisons, nous pensons que vraiment, il faut veiller quand même à une participation équitable des femmes dans la prise de décision et dans la réponse aux crises. Pour ce troisième question, est-ce que des associations ou des institutions médias alertent ou prennent des initiatives sur le plan local, national? Est-ce que des associations ou groupes représentant certaines catégories de femmes, de groupes sociaux ont des revendications, des recommandations spécifiques? Sont-elles entendues par les pouvoirs publics? Bon, d'abord, du côté de l'État, l'État a mis en place un fonds Force Covid-19 destiné à soutenir les ménages. Il y a aussi des femmes parlementaires et la société civile qui ont initié une plateforme dénommée Covid-19 les femmes d'eau. Maintenant aussi, au niveau local, notamment dans les quartiers, les groupements de femmes s'investissent dans la résilience. Elles font des collectes de fonds pour produire des produits locaux destinés à faire face à la pandémie et ses conséquences, notamment avec la production de savon, d'eau de javel, de masques, etc. Elles participent aussi activement auprès des délégués de quartier pour identifier les femmes impactées par les mesures du gouvernement, notamment la fermeture tôt des marchés, le problème de transport, la baisse ou la suppression de revenus même pour la distribution de denrées alimentaires. Quelles seraient vos recommandations? Bon, nous avons identifié 3 recommandations, à savoir d'abord la mise à disposition de masques gratuits de protection, de gants, de gel désinfectant et d'eau de javel aux populations. Parce que parfois aussi, ce n'est pas évident que cette population qui a déjà du mal à mener son activité économique quotidienne puisse en retour acheter ces produits-là pour se protéger. Et nous pensons que le fonds Covid-19, une bonne partie devait être destinée à la lutte contre la pandémie, la maladie elle-même. Ensuite, nous avons pensé que les populations devraient être accompagnées sans préjudice social par rapport aux mesures de confinement, de couvre-feu, de fermeture de taux de marché, sans préjudice social en tout cas sur
leur propre personne. Ensuite, nous avons pensé qu'il nous fallait aussi accompagner les GPF dans les quartiers à la résidence par la fabrication de produits comme ceux que j'ai énumérés ci-dessus, le savon, le de javel, les denrées alimentaires, avec les produits locaux à base de la colle. Au moins, cet accompagnement-là permettrait d'assurer, de maintenir au moins une croissance interne et de lutter au moins contre la pauvreté. Je vous remercie, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup et nous sommes là pour les questions. OK? Oui, bonjour, je suis très ravie d'être avec vous cet après-midi. En effet, je vais partager aussi avec vous quelques éléments sur le Cameroun en ce qui concerne les réponses qui ont été apportées jusqu'ici pour barrer la voie au COVID-19. Au Cameroun, en fait, en ce moment, jusqu'à hier, les derniers chiffres, c'est nous avons 1163 cas avec 329 personnes soignées et 43 décès. Donc, voilà un peu, s'il faut parler en termes de ratio, les chiffres, c'est ce qui apparaît à l'écran là. Donc, nous avons un total, comme je disais tantôt, de 1163, 43 morts et 397 guéris. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 397 guéris. Maintenant, quel est l'impact que ce COVID-19 a sur les femmes au Cameroun? Je dirais que le COVID-19, comme toutes les crises en général dans le monde entier, impacte plus les femmes, touche plus les femmes. Parce que vous savez qu'au Cameroun ici, les femmes sont celles-là qui saturent le secteur informel. Ce sont elles qui sont dans les petits métiers, dans les petits commerces. Donc vraiment, au point de vue de l'économie nationale, c'est les femmes qui sont le plus touchées. Parce que ce sont elles. Attends, excuse-moi, Pélagie. En fait, c'est les femmes qui sont concernées parce qu'elles sont environ 80% dans le secteur informel. Et environ 75% d'entre elles sont dans les petits métiers, les petits commerces, avec des revenus vraiment assez minables. Et alors qu'elles sont généralement celles-là qui sont en charge de la famille. Quand je parle de en charge de la famille, c'est-à-dire c'est les femmes qui savent si les enfants ont accouché, s'ils sont malades, s'il faut les amener à l'hôpital, c'est la femme. Donc en fait, en général au Cameroun, les femmes sont la plupart du temps chefs de famille. C'est elles qui gèrent toutes les dépenses du ménage en fait. Donc, cette crise du coronavirus les impacte à double titre et aussi du fait qu'elles soient aussi très investies dans le domaine de la santé. Nous avons de plus en plus de femmes qui sont des infirmières, en fait, qui font partie du personnel soignant. Donc, elles sont en train de vivre un double stress, d'abord lié à leur profession, leur engagement à sauver des vies et en même temps, elles doivent gérer les enfants à la maison. Parce que vous savez, toujours à cause du coronavirus, c'est vraiment le confinement total pour les enfants. Depuis près de 2 mois, ils ne vont plus à l'école, ils sont à la maison. Donc, les femmes sont celles-là qui doivent d'abord gérer les petits métiers, gérer les petits commerces. Pour celles qui sont personnels de santé, elles vont à leur boulot et en même temps, elles doivent superviser les enfants à la maison. Ce n'est pas souvent évident. Nous avons, par exemple, recensé plusieurs cas de violence dans les familles ces derniers jours parce que les femmes sollicitaient l'aide de l'homme dans le cadre des tâches domestiques à la maison. Ça a créé des violences. Parce qu'il y a toujours ce patriarcat-là, ce complexe de supériorité de l'homme face à la femme qui est toujours confinée aux tâches domestiques, etc. Maintenant, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises? Jusqu'ici, le gouvernement n'a pris que des mesures du point de vue protection, mais sans mesure d'accompagnement, en fait. Donc, le gouvernement a, par exemple, l'une des mesures que le gouvernement a prises qui nous a beaucoup intéressés, c'est déjà l'obligation du port du masque dans les lieux publics. C'est déjà effectif depuis le lundi 12 avril dernier. Le port du masque est obligatoire. Donc, si on vous attrape sans le masque dans un espace public, vous payez une amende de 6 000 francs CFA. Ce qui n'est pas déjà évident pour le Camerounais moyen. Donc, du coup, ça a obligé les gens à s'arrimer, à trouver un moyen de se confectionner un masque. Pour ceux qui ne peuvent pas aller acheter les masques qui se vendent dans les hôpitaux ou bien dans les pharmacies à des prix vraiment au-dessus de leurs moyens. Maintenant, pour les activités économiques du secteur informel, comme je disais tantôt, c'est les femmes qui sont très investies dans le secteur informel, justement. Donc, elles sont très impactées parce que désormais au Cameroun, par exemple, les marchés ouvrent seulement à partir de 10 heures et ces marchés referment à 16 heures. Alors que par le passé, les marchés ouvraient à partir de 4 heures, 5 heures du matin. Par exemple, pour les femmes qui font la vente des vivres frais, des produits frais, c'est-à-dire elles allaient au marché à 4 heures pour attendre
les véhicules qui ramenaient les vivres du village, là où ils achetaient les produits à des prix de vente en gros, pour pouvoir revendre dès 6 heures du matin quand le marché a ouvert normalement. Maintenant, avec le Covid-19, donc, les horaires ont changé dans les marchés. Les marchés ouvrent désormais à 10 heures pour refermer à 16 heures au lieu de 18 heures, 19 heures comme par le passé. Donc, ça impacte les femmes parce que du point de vue vente et des recettes, les recettes ont diminué alors que ces femmes-là ont toute la charge de la famille sur elles. Donc, voilà un peu un côté un peu de l'impact du coronavirus sur le secteur informel qui est saturé par les femmes au Cameroun. Maintenant, du point de vue social, l'accès à la santé. Moi, par exemple, il y a 3 jours, je me suis rendue à l'hôpital central de Yaoundé, qui est l'un des hôpitaux de référence du Cameroun, où j'allais rendre visite à une amie qui était malade. J'ai rencontré 3 dames, des femmes enceintes, qui sont rendues dans cet hôpital parce que c'était leur jour de visite. Mais c'est avéré qu'elles sont arrivées à l'hôpital, on leur a dit, les visites prénatales, c'est annulé pour aujourd'hui parce que nous avons reçu beaucoup de malades, beaucoup de cas suspects de coronavirus. Donc, du coup, l'espace qui est souvent dédié pour les consultations prénatales a été réquisitionné pour installer les personnes dont, comment je vais dire, qui affichaient un peu les symptômes, les cas suspects de COVID-19. Vous voyez à quel niveau ça impacte aussi un peu sur la santé des femmes qui ne peuvent plus se faire suivre pendant leur grossesse parce que l'hôpital a été réquisitionné rien que pour les malades de coronavirus, alors qu'en termes de centres de santé d'hôpitaux, nous n'en avons pas déjà assez ici au Cameroun. Maintenant, au niveau des rôles et des responsabilités familiales hommes-femmes, je l'ai dit tantôt en fait. Donc, en général, c'est la charge des tâches domestiques incombe toujours à la femme. Même maintenant, malgré que le coronavirus a créé ce confinement, bien qu'il ne soit pas total, mais au moins les hommes, ils vont au boulot, mais ils rentrent assez tôt. Ils rentrent un peu tôt à la maison. Donc, la plupart des entreprises, que ce soit privées ou publiques, commencent à 9 h, 10 h et à 16 h, tout est fermé. Donc, à 16 h, ces hommes-là sont à la maison. Mais quand ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de regarder la télévision, lire les journaux, ou bien à leur téléphone, WhatsApp et consorts. C'est la femme, elle va rentrer de son petit commerce au marché parce qu'il fallait qu'elle y aille. Elle y a été obligée d'aller parce qu'il fallait qu'elle aille chercher de quoi manger pour la famille. Elle va rentrer du marché. C'est elle qui sera à la cuisine en train de faire à manger. C'est elle qui va veiller à savoir si les enfants ont pris leur bain, s'ils ont porté des vêtements propres, si. Donc, vraiment, c'est la femme, en fait. Comme je l'ai dit aussi tantôt, j'ai recensé plusieurs cas de violence conjugale qui sont accentués ces derniers jours à cause justement de ce problème de gestion des tâches familiales à la maison. Parce que si l'homme et la femme sont à la maison, au moins, bon, nous les Africaines, on s'est toujours dit, bon, vraiment, peut-être c'est la nature qui a voulu ainsi en fait. Nous, on se soumet, on sait, les tâches domestiques, c'est pour les femmes. Mais maintenant que les hommes sont à la maison, s'ils peuvent nous aider un peu, ce serait tant mieux. Mais ils ne veulent même pas le faire. Ils sont toujours coincés dans leur complexe de supériorité, comme quoi les tâches domestiques, c'est la femme qui doit le faire. Donc, même si l'homme va être là, la femme va être à la cuisine, même s'il y a un enfant de bas âge qui a besoin de faire pipi, c'est maman qui va partir de la cuisine pour venir pour accompagner l'enfant au pot, etc. Donc, vraiment, les femmes ont un triple, je dirais un quadruple stress face à ce Covid-19 parce qu'elles gèrent plusieurs choses à la fois sans toutefois avoir l'aide de l'homme. Les hommes sont moins affectés. Moi, je vous dis, par exemple, les femmes en général, c'est elles qui sont dans les petits métiers, elles sont sorties tous les jours. Mais les hommes, ceux qui travaillent, par exemple, ils parviennent à sortir, ils vont à leur boulot. Et quand ils rentrent même de leur boulot, qu'est-ce qu'ils font? Certains ne rentrent même pas à la maison. Ils s'entêtent toujours à aller s'asseoir dans les petites buvettes, boire avec les amis, causer, au lieu de rentrer à la maison, aider leurs femmes pour s'occuper de la famille. Et même pour ceux qui rentrent à la maison, comme je disais, ils ne vont pas le faire. Ils seront assis dans le canapé, attendre que madame vienne servir à manger, attendre qu'elle vienne débarrasser, attendre qu'elle repasse le linge, attendre qu'elle dresse le lit, où il va dormir dans la nuit, etc. Donc, les femmes sont doublement touchées. Maintenant, et tout ça crée justement les violences conjugales parce que lorsque la femme essaie d'insister, soit elle prend une gifle ou ce sont des injures. Donc, il y a beaucoup de violences physiques et morales que les femmes subissent maintenant à cause de ce Covid parce que simplement elles sollicitent l'aide de l'homme pour la gestion des tâches domestiques à la maison maintenant que tout le monde est confiné. Maintenant, en termes d'impact, selon les catégories ou groupes de femmes en fait, je dirais par exemple que si je prends un exemple, par exemple, une femme qui est au cadre administratif ne va pas vivre le même impact que la petite femme Bayamsa, la petite revendeuse du petit marché. Parce que la femme au cadre de service, la plupart, comment je vais dire, des entreprises publiques et même des administrations ont limité le temps de travail et le nombre de personnes au travail. Donc, beaucoup de fonctionnaires sont à la maison désormais. Peut-être la plupart travaillent 1 à 2 jours sur 5. Ils sont à la maison, ils et elles sont à la maison.
Mais leur salaire passe. À la fin du mois, ils vont toucher leur salaire. Mais par contre, au niveau du privé, une femme, je dis par exemple, la femme, la petite revendeuse, elle gagne son pain quotidien au jour le jour. Donc, elle est obligée de sortir. Donc, elle s'expose malgré elle au COVID-19. Elles sont conscientes de la menace en fait, mais elles n'y peuvent rien. Parce qu'un jour pour elles sans sortir, sans aller travailler, ça veut dire un jour sans manger à la maison. Donc, du coup, elles sont obligées de sortir. Je prendrai encore l'exemple, par exemple, d'une femme qui travaille dans le secteur privé. Le secteur privé, c'est pareil. Moi, je connais beaucoup d'entreprises citoyennes qui ont à la tête des personnes responsables, qui ont fait pareil que les entreprises publiques. Donc, on a limité le temps de travail, le nombre de personnes, c'est-à-dire, c'est un peu les services des cas. Donc, il y a un groupe qui travaille en matinée, l'autre dans l'après-midi. Donc, pour éviter que les gens se retrouvent groupés au sein de l'entreprise. Et malgré le fait que le temps de travail a été réduit et le nombre de personnel est réduit, mais tout le monde reçoit son salaire. Donc, vous voyez qu'à différents niveaux, les femmes sont impactées différemment en fonction de leur statut social. Je prends l'exemple, par exemple, un autre exemple d'une dame. Il y a une dame handicapée qui n'est pas très loin de notre bureau là. Elle est sur chaise roulante. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des beignets en fait. Donc, elle faisait des beignets à la maison qu'elle emballait dans des petits sachets en plastique. Elle venait tout le temps là en bordure de route vendre ses beignets. Elle se faisait pousser par un de ses petits frères ou sa fille parce qu'elle a une fille en fait. Mais depuis qu'il y a le Covid, on va demander à tout le monde de rester à la maison, surtout les enfants. La dame, elle est cloîtrée à la maison. Elle peut venir faire son activité commerciale parce qu'il n'y a personne qui va la pousser, qui va l'aider à sortir de la maison pour venir au carrefour, là où elle place ses beignets pour vendre. Vous voyez que le corona impacte les femmes différemment selon leur statut social. Donc, voilà un peu quelques informations sur les répercussions du coronavirus sur les femmes. Maintenant, en termes de réponse gouvernementale, moi, je dois le dire sans craindre de me faire réprimander que notre gouvernement a quelque chose qui est vraiment particulier, trop lent, inerte et vraiment laxiste. Dès que les premiers signaux du Covid sont signalés au Cameroun, ils ont continué à rester toujours comme s'il n'y avait rien et tout. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Donc, nous n'avons que les communiqués du Premier ministre ou du ministre de la Santé à la télévision, à la radio, sur les mesures, comment je vais dire, que doivent respecter les populations, rester à la maison, sortez vraiment si c'est nécessaire, le port du masque est obligatoire, lavez-vous les mains. Mais on ne va pas demander aux gens de laver les mains alors qu'il n'y a même pas l'eau, les gens n'ont pas accès à l'eau. Et pour ceux qui sont obligés de sortir, les femmes qui sont obligées de sortir tous les jours, parce qu'elles gagnent leur vie au jour le jour à travers les petits commerces, à travers les petits métiers, il n'y a même pas de points d'eau qui ont été installés dans les grands axes publics de la ville de Yaoundé où je me trouve. Et c'est le même cliché dans tout le Cameroun en fait. Vous n'avez pas demandé aux gens de laver les mains alors qu'il n'y a pas d'eau pour laver les mains. Vous demandez aux populations de porter les masques, il n'y en a pas. Heureusement, nous sommes un pays où il y a tellement la débrouillardise, les gens savent se prendre la main, les gens sont proactifs, les gens sont... Et justement, ça a aussi une conséquence parce que les gens font les masques dans tous les sens et tout, mais souvent, ce n'est pas de bonne qualité parce que les gens, ils n'ont pas vu autre chose que ça. Si le gouvernement, avant de dicter ces mesures sur le port obligatoire du masque, avait fourni le masque aux populations, ne serait-ce que celles qui sont défavorisées à faible revenu ou bien vulnérables, là, on comprendrait. Vous n'allez pas demander aux gens d'aller de porter les masques parce que même le masque qui est confectionné à partir du tissu en coton de manière locale, ça coûte au moins 500 francs CFA. Et 500 francs CFA, ce n'est pas la portée de tous les Camerounais. Nous avons des Camerounais qui mangent, qui font un repas familial pour 2, 3, 4, 5 personnes avec 500 francs CFA. Vous n'avez pas lui demander de prendre les 500 francs qu'il a gagné la journée, l'unique 500 francs, pour aller s'acheter un masque. Et puis, vous allez trouver les familles où il y a 10, 8 personnes. S'il faut que chaque membre de cette famille ait un masque, c'est un gros budget qu'ils n'ont pas. Puisqu'il y a des jeunes qui sont aussi dans les petits métiers, tout en dehors de la maman qui sort et du papa, il y a des jeunes aussi qui sont dans les petits métiers pour survivre. S'il faut acheter un masque à tous, à tous les membres de cette famille, parce qu'il faut se rendre compte que nous sommes, à l'évidence que nous sommes en Afrique, c'est des familles nombreuses. Vous allez voir les familles où il y a 18 personnes. 18 personnes. Ici, il faut que chaque membre de cette famille ait un masque. Cet argent va venir d'où? Donc, ce que le gouvernement gagnerait à faire, le gouvernement aurait pu. Donc là, je vais venir au niveau des recommandations. Ça, c'est déjà d'abord un constat. Donc, le gouvernement, jusqu'ici, apporte une réponse qui n'est que en termes de, comment il veut dire, des mesures édictées aux populations, dans les discours, à la télévision et tout. Mais de manière concrète, sur le terrain, rien n'est fait pour aider les populations à se protéger du COVID-19, surtout celles qui sont vulnérables. Maintenant, au niveau des ONG, je dirais que c'est vraiment la proactivité. Il n'y a que la société civile en ce moment qui s'active vraiment sur le terrain pour aider les populations à se protéger du COVID-19. Et de plus en plus,
nous constatons que ce sont les associations féminines, en fait. Parce que je vous l'ai dit, c'est les femmes, en fait, qui sont plus dans le secteur informel au Cameroun. Ce qui fait en sorte que les associations féminines sont beaucoup lancées dans la production des masques, des gels hydroalcooliques, dans la formation même des femmes dans les communautés locales, sur comment est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes fabriquer leur gel hydroalcoolique et puis leur cache-nez pour pouvoir se protéger parce qu'elles sont obligées de sortir de la maison. Donc maintenant, en termes d'image, vous allez voir par exemple notre organisation, nous avons lancé une initiative Stop Covid, les femmes et les jeunes s'engagent. Depuis 4 semaines, nous avons déjà produit 500 cache-nez avec 1000 litres de gel hydroalcoolique et 1000 litres de désinfectants antibactériens. Vous allez voir par exemple, là, c'est l'une de nos bénéficiaires. C'est une dame qui fait ce qu'on appelle ici au Cameroun le call box. Donc, les dames qui se mettent en bordure de route, elles ont un téléphone. Si tu veux passer un coup de fil, tu vas vers elle, elle te donne le téléphone, tu appelles et tu lui donnes soit 50, soit 100 francs. Donc, nous lui avons donné un cache-nez pour qu'elle puisse se protéger. On a donné un kit en fait, un kit de 2 cache-nez, des dents et du gel hydroalcoolique. Vous allez voir là, à l'angle de l'image, quelques flacons là, en fait, ce sont les échantillons des gels hydroalcooliques qui sont produits par notre organisation et qui sont distribués gratuitement aux couches féminines. Vous verrez un peu plus bas, c'est quelques échantillons aussi de nos cache-nez parce que nous avons confectionné les cache-nez avec du tissu en coton en nous rassurant d'avoir plusieurs couleurs parce que les femmes, malgré que c'est un matériel pour se protéger, mais en même temps, elles aiment être galantes au Cameroun et tout. Donc, on a fait plusieurs couleurs pour que chaque femme se retrouve dans une couleur en fait. Un peu plus en bas, la dernière photo en bas, c'est un groupe de femmes, vous allez voir derrière, c'est les arachides, un groupe de femmes réfugiées centrafricaines qui se retrouvent au Cameroun, déplacées en termes internes de la crise anglophone, qui sont à Yaoundé, et puis elles gagnent leur vie en vendant les arachides grillés en bordure de route. Elles aussi, elles n'avaient pas les moyens de se protéger. Nous sommes allés vers elles pour leur partager, distribuer les cache-nez, les gants, les gels hydroalcooliques, et puis nous avons déposé, comment je vais dire, 4 récipients dans le grand carrefour où elles sont installées. C'est dans un carrefour qui s'appelle le Rond-Point Express, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Nous avons installé 6 récipients à eau coulante, à robinet, pour qu'elles puissent laver les mains autant que possible pendant toute la journée qu'elles sont en bordure de route pour leur commerce. Maintenant, en termes de recommandations, au pouvoir public, moi je dirais que notre gouvernement prenne en compte la spécificité du genre dans les réponses apportées pour barrer la voie au COVID-19. Puisque c'est les femmes qui s'avaient le plus impactées par ce COVID-19, qu'on les implique pour savoir quels sont les problèmes qu'elles rencontrent, qu'elles sont faites pour elles pour mieux les protéger. C'est mieux d'apporter des réponses qui vont vraiment, qui sont les aspirations de ces femmes en question. Donc, le gouvernement doit impliquer les femmes dans ces réponses-là, associer en fait tous les composantes de la société civile, les ONG, les associations, les entreprises privées, parce que le combat contre le coronavirus est une affaire de tous. Ça ne doit pas être une affaire du gouvernement seul. Encore que ce gouvernement est tellement lax, tellement lent, que vraiment, s'il faut suivre son rythme et que le coronavirus peut décimer, peut effacer le Cameroun sur la carte du monde en une semaine, parce que le gouvernement ne fait rien du tout. Maintenant, au niveau des autorités locales, je dirais que les autorités locales gagneraient mieux aussi à être proches de leur population et à faciliter la tâche aux ONG et aux associations qui sont sur le terrain pour leur faciliter le déploiement dans les villages, dans les communautés locales pour la distribution et la sensibilisation, pour la distribution d'équipes de protection et la sensibilisation des populations. C'est très important parce qu'au départ, quand nous lançons cette initiative, notre première distribution s'est passée dans un quartier qui s'appelle Omisport. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons rencontré environ 5 femmes que nous avons rencontrées sur notre chemin qui avaient des cache-nez qui leur avaient été donnés par une association la veille. Mais on ne doit pas donner les cache-nez aux populations sans leur expliquer même comment ils doivent utiliser les cache-nez, sans les sensibiliser sur les gestes barrières, parce qu'il y en a qui pensaient que non, rien que le fait de porter le cache-nez, elles sont déjà protégées du COVID-19. Là, nous avons compris la nécessité de faire beaucoup de sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Donc, c'est ce que nous avons commencé à faire. Donc, nous faisons la distribution des kits de protection, mais surtout, nous sensibilisons les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène et les gestes barrières qu'elles doivent observer pour se protéger du COVID-19. Maintenant, aux institutions de développement, nous leur dirons que vraiment, ces institutions de développement doivent pouvoir compter aussi, savoir compter aussi sur les ONG. Parce que nous avons remarqué quelque chose. Depuis, par exemple, que ce COVID-19 s'est vu au Cameroun, les gros agents des Nations Unies comme ONU Femmes, le PAM, l'UNESCO, le PNUD, donc toute la transaction, ce n'est qu'avec le gouvernement. Alors que le gouvernement est très lent à agir sur le terrain, très lent à agir. Et quand nous, les ONG, on va vers ces institutions de développement-là, ils nous font comprendre que nous, on doit se rapprocher de nos gouvernements. En fait. Par exemple, nous qui sommes une association féminine, quand on va vers ONU Femmes nous renvoie vers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Comme quoi, eux, ils traitent avec le gouvernement et c'est au gouvernement d'associer la société civile. Mais nos gouvernements ne nous associent pas quand il y a des financements.
Il n'y a pas de financement que ces institutions de développement octroient à nos gouvernements servent souvent plus pour le fonctionnement. On achète des grosses voitures, des bureaux climatisés, mais sur le terrain, il n'y a pas de résultats par rapport à l'impact que ces financements doivent avoir sur les populations. Donc, il y a beaucoup d'actions au Cameroun ici qui sont en train de se mener sur le terrain. Nous gagnerons aussi au niveau des ONG et nous avons déjà commencé le plaidoyer dans ce sens-là parce que nous appartenons à plusieurs réseaux d'associations ici au Cameroun féminine. Donc, de nous mettre ensemble, créer une sorte de plateforme concertée pour mener des actions concertées et plus efficaces. Avec cette plateforme-là, on gagnerait mieux et on toucherait plus davantage les populations et nos actions auraient plus d'impact sur le terrain. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous cet après-midi par rapport à l'impact du COVID-19 au Cameroun sur les femmes et sur la société en général. Merci beaucoup Pélagie. Je suis vraiment désolée, je viens d'avoir Annie au téléphone. Vraiment, la connexion pour elle, ça passe pas du tout aujourd'hui. Donc, on n'aura pas malheureusement la présentation d'Annie pour la RDC. Peut-être simplement pour dire, parce qu'elle avait partagé avec nous évidemment déjà ses observations, que ce qu'elle disait en fait ressemblait beaucoup à ce qu'on a entendu pour les autres pays, la même difficulté du confinement, la même difficulté pour les femmes qui gagnent le repas quotidien au jour le jour, l'impossibilité du confinement, la question des violences aussi, qui est manifestement en augmentation. Elle avait également évoqué, notamment pour Bukavu, la question des violences policières sur les femmes sur les marchés. C'est une des questions d'ailleurs qui a été posée dans le chat, où la police essaye de faire respecter, on va dire, le confinement et les femmes finalement ont des altercations assez sérieuses avec la police sur les marchés. Elles se font aussi détruire ou voler les marchandises. Et dans ce que disait Annie, il y avait un peu la même inaction gouvernementale et la suractivité des associations pour ce qui est de la production de masques et de produits hydroalcooliques. Donc voilà, ça ressemblait aussi un peu à ce que les autres personnes ont pu nous dire. On va passer la parole à Yveline qui a déjà certainement repéré des questions sur le chat qui s'adresse à certaines des intervenantes ou tout en particulier, je ne sais plus. Alors, si on veut essayer de regrouper peut-être un peu les remarques ou les questions, et sachant qu'il y a aussi je crois qu'il y a à peu près 70 participants et participantes à ce webinaire avec des personnes qui sont aussi en Afrique et qui ont donné quelques points de vue. Je rappelle qu'on enregistrera toutes les questions, les remarques, etc. pour en faire une synthèse qui sera d'ailleurs, nous servira d'introduction au webinaire de jeudi prochain. Mais parmi les questions, je ne sais pas trop comment les classer. Il y a eu plusieurs questions sur la façon dont les organisations de femmes ou les points de vue là qu'on est en train de développer finalement, les recommandations, etc., peuvent se faire entendre. Est-ce qu'il y a des plateformes ou des coordinations au niveau des pays de femmes qui ont réussi, par exemple, à faire passer des textes de plaidoyer au pouvoir public avec des recommandations? Bon, ça, c'est une des questions. Il y a ce qui revient aussi, le fait que, est-ce que le confinement et les couvre-feux qui sont mis en place sont des réponses adaptées ou totalement inadaptées au contexte africain? On l'a vu d'abord que le confinement est matériellement quasi impossible. Et ensuite, que se pose la question maintenant des problèmes alimentaires, des problèmes économiques, des fenêtres d'opportunités beaucoup trop courtes pour les femmes pour continuer à exercer leur activité dans les marchés, etc. C'est posé aussi la question des violences. Alors, est-ce qu'on en parle dans les pays? Est-ce que dans le débat public, on parle des violences contre les femmes et aussi de la mauvaise répartition des tâches entre hommes et femmes? Quand on parle des violences, il y a les violences internes aux familles,
On a parlé aussi des violences des forces de l'ordre dans certains pays, donc la question des droits. Et voilà aussi la question de la santé, des droits sexuels et reproductifs qui se trouvent impactés parce que les hôpitaux sont concentrés sur le Covid, enfin, bien qu'il y ait déjà quasiment très peu de moyens dans beaucoup de pays. Et donc, globalement aussi, comment réintégrer la réponse au Covid là, à une politique plus globale de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes et à l'éternel problème du développement et du financement et du renforcement des capacités des associations, des petites, notamment en milieu rural, qui est probablement moins impacté que le milieu urbain aussi. C'était une question par l'épidémie. Alors, on a aussi des questions assez précises, notamment sur justement par rapport à cette question de tâches ménagères. Il y a Mathilde qui demande comment est-ce qu'on pourrait inciter dans cette période, et donc la question s'adresse aux intervenantes, comment est-ce qu'on pourrait inciter les hommes à faire leur part de tâches ménagères quand on voit qu'effectivement les femmes sont très très lourdement impactées par la crise. Alors je ne sais pas s'il y a une des intervenantes qui veut peut-être répondre à cette question assez précise. Oui, je peux répondre, Claudie. Vas-y. Oui, je disais que par rapport à cette question sur comment inciter les hommes à s'impliquer un peu plus dans les tâches ménagères dans ce contexte de confinement, je dirais que simplement par la sensibilisation. Parce que cette question de confinement va se gérer un peu, à peu près, comme la question des violences conjugales et familiales. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont carrés dans leur position parce que soit son papa n'avait jamais aidé sa maman à faire la vaisselle ou la lessive à la maison. Donc, lui, il ne se trouve pas, il ne sait pas comment lui, il va commencer à le faire. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'en allant vers ces hommes-là, en leur parlant tranquillement, en leur expliquant le bien fondé pour eux, de donner un coup de main à leur femme, ils gagneraient. Parce qu'en fait, si on veut le prendre sous un angle de revendication dur, on va être face à un blocus en fait. Donc, pour moi, ici au Cameroun, c'est comme nous avons déjà commencé à faire. Moi-même, dans mon quartier, je le fais déjà avec mes voisins. Parce qu'au quartier, tout le monde sait que madame, c'est pas c'est madame sociale et tout. Donc, chaque fois que j'apprends qu'il y a une histoire pareille dans l'une des maisons voisines autour de moi, je m'arrange à aller là-bas. Je vais très gentiment, je parle au monsieur, je lui dis, ben, tiens, tu vois, ta femme, elle est déjà trop surchargée. Si tu peux un peu l'aider, tu te rends bien compte que sans elle, tu ne peux rien, c'est elle qui fait tout à la maison. Mais avec la saturation, là, elle peut tomber malade. Et si elle tombe malade, tu seras obligé de faire tout ça seul. Ce sera impossible pour toi. Donc, voilà la stratégie que nous avons adoptée, en fait, d'aller vers ces hommes, les sensibiliser, de leur faire comprendre le bien fondé de pouvoir assister la femme à la maison quand ils peuvent. Parce qu'ensemble, la famille, c'est l'homme et la femme, en fait. Donc, les tâches ne peuvent pas reposer rien que sur la femme. Donc, on passe beaucoup plus par la sensibilisation et rien que la sensibilisation. Il y a Sarah qui demande, et c'est peut-être une autre intervenante qui peut répondre. Sarah demande, est-ce que la pénibilité des métiers et des activités des femmes pendant cette crise, est-ce qu'elle est reconnue par les pouvoirs publics? Est-ce que ça fait partie du débat public? Je ne sais pas si Élise ou Penda veulent répondre à ça. Est-ce que la pénibilité des métiers dits féminins pendant cette crise est reconnue par les pouvoirs publics? Où est-ce qu'on en parle au niveau public? Est-ce qu'on en parle, oui. Par exemple, parce qu'ici en France, il y a eu un certain nombre également de médias, de tribunes, etc., qui ont tout d'un coup pris conscience de la place des femmes qui sont caissières, infirmières, enfin qui assurent l'intendance et qui sont mal payées, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de la discussion là-bas, dans vos pays? Penda, Élise, vous voulez répondre? Oui, Claudie.
Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le débat public, on ne pose pas le problème du genre dans le Covid-19. On n'en parle pas. Et pourtant, nous, ici au Sénégal, la semaine dernière, il y a une femme qui a été soupçonnée d'être infectée et qui a été licenciée systématiquement par son employeur. Bon, on a évoqué ce, j'ai vu que bon, l'État n'a rien dit, les gouvernants n'ont rien dit, bon, les organisations de femmes aussi, bon, n'ont pas aussi beaucoup développé sur ça. Seulement, lors d'un débat à la télévision, j'ai vu qu'une femme a évoqué cette femme qui a été licenciée, tout simplement parce qu'elle était soupçonnée d'avoir le Covid. Mais sur le débat public, disons que les autorités, c'est comme si pour eux, le Covid-19 est neutre et que ça affecte de façon égale les hommes et les femmes, ce qui n'est pas du tout vrai. Parce que à la maison, même si l'enfant est malade, ce qui est sûr que si c'est l'enfant qui a attrapé le premier, il va infecter la maman parce que c'est la maman qui s'occupe de l'enfant en fait. Bon, mais ce n'est pas du tout un sujet au top. Hein, Et même le sujet des violences contre les femmes n'est pas abordé, de la recrudescence de violences dans les familles ou... On parle surtout de la violence policière actuellement, du fait du non-respect du couvre-feu. Bon, il y a les premiers jours, la police a vraiment bastonné toutes les femmes dans les rues parce qu'elles étaient en retard, elles sont rentrées de façon tardive à la maison, quoi. Et là, ça a fait toller, effectivement, bon, tout le monde s'est offusqué pour dire que c'était trop, c'était trop. Maintenant, les policiers ne frappent pas, ne bastonnent pas systématiquement, mais ils ont leur méthode. L'autre jour, à Médina, dans le quartier de la Médina, par exemple, il y a des jeunes, plus de 80 jeunes qui ont été débarqués à la police et ils se sont jusqu'à présent parce qu'ils ne respectaient pas les consignes du couvre-feu. Mais bon, sur le plan de la violence au niveau familial, bon, il y a certaines femmes, bien sûr, qui se plaignent, qui disent, oui, il est là, il rentre tôt, mais il ne fait rien. C'est un poids de plus pour moi. S'il n'est pas là, au moins, si je suis plus libre dans la chambre, je peux faire ce que... etc. Quoi. Bon, c'est comme ça que ça se discute entre femmes. Mais ça ne fait pas du tout l'objet de débat au niveau public pour l'instant. Alors peut-être une question pour Élise qui avait abordé ça un petit peu. Justement, donc là, on a bien vu que les femmes se rassemblaient autour de la confection des masques, des gels, etc. Est-ce qu'il y a des coalitions, des rassemblements d'organisations de femmes ou féministes pour essayer justement d'impacter les réponses à un niveau plus politique? Est-ce que les femmes se rassemblent pour des choses plus politiques que le simple fait de faire des masques et de produire des gels pour se laver les mains? Je crois que Élise avait quelques éléments sur une initiative dans ce sens au Burkina. Oui, au niveau du Burkina, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit de façon très visible sur les réseaux sociaux l'utilisation des titres, la coalition de femmes, la coalition des femmes engagées, le cadre de concertation des OSC engagées dans le genre et pour la participation politique des femmes, c'est vraiment très dynamique et qui porte beaucoup des messages de sensibilisation, des interventions, qui organisent des dons et tout. Donc, je peux dire que sur Facebook, elles sont vraiment très actives avec l'implication des jeunes aussi, et avec des messages forts et qui relayent thématiquement des informations. Donc, je pense que ça, c'est un bon exemple qu'on peut mettre à l'actif au niveau du Burkina. Donc, en ce qui concerne les questions des violences policières pour le Burkina Faso en direction des femmes, bon, franchement, je n'en ai pas entendu parler.
Je sais qu'au moment, quand on a commencé le couvre-feu, bon, il y a eu quelques personnes qui ont été bousculées, c'est vrai, mais c'était vraiment ceux qui ne respectaient pas les consignes, hein. Mais après, il y a eu, on a interdit qu'il y ait de la violence et je pense que ceux qui s'entêtent vraiment sont amenés au poste, mais sans trop de bastonnade. En tout cas, pas pour les femmes, à ma connaissance. Voilà. J'avais eu quelques questions aussi qui étaient ressorties par rapport aux villes touchées. Donc, au niveau du Burkina, il y a des villes qui sont vraiment en quarantaine où on ne peut pas aller. Il y a 8, hein. Et il y a une question spécifique où on demandait les villes de Dori, Dibo, Waïwea. Donc, ces villes ne sont pas en quarantaine. On peut y aller, mais ici, ce sont plutôt les questions d'insécurité dues aux attaques terroristes. Mais ce n'est pas à cause du Covid. Donc, voilà, elles ne sont pas fermées. Voilà, les villes qui sont impactées, c'est vraiment dans le sud, l'ouest, le sud-ouest et puis un peu le centre. Il n'y a que 8 villes, avec Ouagabobo, bien sûr, les grandes villes. Voilà, les personnes, il y avait une question qui était ressortie, je lisais. Quelles sont les personnes visibles? Les premières personnes au niveau du Burkina, c'était vraiment des personnalités publiques, des gens, des membres du gouvernement qui ont osé afficher leur état, leur statut de santé. Et bon, ça a été aussi les premières personnes contaminées, hein, et puis des personnes dans le milieu religieux. Donc, bon, il faut dire que c'est vraiment, c'est le contact. Je pense que c'est ceux qui ont été les moins touchés, c'est ceux qui étaient des personnes les moins en contact possible. D'où l'intérêt de beaucoup travailler sur l'information par rapport aux mesures barrières et le lavage des mains et tout. C'est vrai qu'on n'a pas de l'eau partout, mais ne serait-ce que la distanciation sociale et le port du masque qui va devenir obligatoire aussi au Burkina à partir du 27, notamment avec la perspective d'ouverture des écoles qui pose problème. Mais bon, tout ça, ça veut dire que par derrière, il faut vraiment informer sur le bien fondé et expliquer concrètement l'avantage et comment est-ce qu'il faut avoir ces mesures barrières. Mais ça se fait. Franchement, ça se fait et dans plusieurs langues même. Mais comme vous savez, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde, pas seulement le Burkina, mais le monde entier. Donc, bon, il faut accepter aussi qu'on aille étape par étape. Merci. Ok. Il y a plusieurs questions qui ont été... Bonjour. Oui, Claudie, Excusez-moi. je veux répondre à une question par rapport aux femmes dans le milieu carcéral. Excusez-moi, Claudie, j'aurais bien aimé revenir sur ce que vient de dire l'intervenante du Burkina, s'il vous plaît, si c'est possible. C'est Mme Alors, Kathleen Nana. attendez, donc on va d'abord écouter Pélagie rapidement et puis ensuite vous prendrez la parole. Anne, Pélagie, pardon, très rapidement. Oui, Claudie, j'ai vu une question là sur les femmes détenues dans le milieu carcéral. Je dirais que ces femmes-là sont tout aussi affectées comme toutes les autres femmes, et même celles qui sont en liberté. Mais c'est encore un peu plus difficile pour elles parce que les visites, du coup, sont coupées dans toutes les prisons du Cameroun, pas seulement pour les femmes, pour tous les détenus. Donc, c'est assez compliqué pour elles. Parce que vous savez, du point de vue physiologique, la femme a beaucoup de contraintes que l'homme, en fait. Parce que lorsqu'il y avait des visites, ces femmes-là s'organisaient avec des personnes à l'extérieur qui leur amenaient des serviettes hygiéniques, de quoi faire la toilette, leur hygiène corporelle. Donc, c'est assez compliqué pour elles. Nous, par expérience, parce que nous travaillons beaucoup dans les prisons ici au Cameroun, la semaine dernière encore, nous avons eu du mal à accéder à la prison centrale de Yaoundé où nous avions des dons en produits d'hygiène et puis avec l'équipe de protection, parce qu'on nous a dit, tout est coupé, on l'a dit, mais vous avez coupé les visites pour tous les détenus, mais les femmes sont assez spécifiques, elles ne sont pas comme les hommes. Il y a des femmes là qui ont encore leurs règles, elles ont besoin de se protéger, donc sans ces serviettes, ce sera compliqué pour elles. Donc ça a été difficile, on a dû hausser un peu le ton et puis le régisseur est sorti et il nous a donné l'accès et la chef du quartier féminin est sortie, elle a récupéré le colis et elle est retournée.
Donc voilà un peu, c'est compliqué pour ces femmes-là comme pour tout le reste. Et je vais aussi faire un petit clin d'œil par rapport à la question sur les violences. Si c'est vraiment adressé dans les débats publics, je dirais non. Comme Pendala soulignait tout à l'heure là, c'est pas vraiment un débat qui est à l'ordre du jour. Donc le Covid-19, c'est une pandémie qui est là, qui affecte tout le monde. Donc les réponses que le gouvernement essaie d'apporter, c'est des réponses générales, globales, vraiment. C'est pas spécifique par rapport aux citoyens et citoyennes. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est adressé de manière générale. Donc, il n'y a pas une spécificité par rapport au genre ou par rapport au sexe. C'est vraiment géré de manière globale. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. D'accord. Donc, il y avait Naner qui voulait poser une question rapidement à vous. Il faut du coup désactiver le... Mais non, mais elle avait désactivé toute seule puisqu'elle était intervenue. Voilà. Naner? Oui, c'est moi, c'est Nana Kaklin, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, je voudrais revenir sur donc, les explications de Élise du Burkina. En fait, c'était moi qui ai posé la question, est-ce que le fait que les autorités aient été touchées donc, parmi les premières personnes a contribué à sensibiliser les populations? Moi, je suis originaire du Niger. Et au Niger, il y a beaucoup de personnes qui ne croient même pas à l'existence du Covid-19. Donc, on est à cette situation et je me dis, vu donc le niveau de patriarcat au niveau du Niger, si les hommes ne sont pas conscients de l'existence de cette maladie, donc l'impact qui va atteindre donc les femmes et les enfants au niveau de la famille est assez important, quoi. C'est juste comment dire, je voulais souligner un peu cet état de fait au niveau du Niger où les hommes ne croient même pas à l'existence donc de cette maladie. Et je me suis dit peut-être au Burkina, parce que les autorités étaient vraiment infectées les premières, c'est-à-dire peut-être aider à porter un peu plus, donc à faire jour de l'existence de cette maladie au niveau du Burkina. Merci. Peut-être qu'on peut ajouter une question qui va dans le sens qui est revenue plusieurs fois, de est-ce que les leaders traditionnels ou les autorités religieuses se sont saisis de la question, jouent un rôle en termes de sensibilisation, d'information du public? Alors, oui, je ne sais pas si on peut répondre. Oui, ici au Sénégal, oui. En tout cas, au Burkina, oui, ils ont été en première ligne, hein. Les autorités religieuses de toutes les confessions, protestantes, musulmanes, les chefs traditionnels catholiques, ils ont vraiment été aux premières lignes pour informer et prendre même les mesures de fermeture des lieux publics, hein. En tout cas, ce qui concerne le Burkina Faso. Effectivement, en ce qui concerne le Sénégal aussi, hein, il y a toute la communauté religieuse, hein, que ce soit des musulmans, des catholiques, des chrétiens, tout le monde se sont impliqués et ont fait un plaidoyer auprès des populations pour qu'ils respectent les consignes données par le gouvernement et sensibiliser que la maladie est réelle. Parce que si je prends le cas de Touba qui est une grande ville religieuse, où il y a eu des cas issus d'un cas importé qui n'a pas été signalé, qui n'a pas été confiné et qui a vraiment répandu la maladie au niveau de Touba. Et à un moment donné même, la ville de Touba était fermée. Et actuellement, ils ont pu quand même maîtriser la situation. Les chefs religieux sont bien impliqués dans le débat. Merci. Et sinon, je voulais ajouter au niveau de Pendal, je m'appelle Malignan, mais je pense bien à l'OI. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Malik, ouais. Bon, je voulais juste également conforter la vision de Penda par rapport à l'implication des leaders religieux. Parce qu'effectivement, les mosquées sont fermées, il n'y a plus de rassemblement. Même au-delà de ça, nous, par exemple, on est dans une ONG, mais on anime des émissions radio, même en langue nationale, avec même des leaders religieux qui acceptent d'aller développer, par exemple, le point de vue, par exemple, de l'islam, si c'est au Sénégal, ou bien même des autres religions par rapport à la pandémie du coronavirus, juste pour montrer aux gens qui doutaient de l'existence de cette maladie que les religions aussi également
demander aux gens d'avoir des comportements qui sont conformes avec les recommandations, par exemple, du personnel médical sur les mesures de prévention. Et c'était important que ces leaders religieux-là s'impliquent pour encore davantage convaincre les populations. Alors moi, j'ai revenu plusieurs fois sur les opportunités, l'opportunité que représente pour les femmes couturières, par exemple, le fait de coudre les masques. Et on a entendu en France des femmes qui fabriquaient des masques et on leur reproche de les vendre en disant qu'elles font du business sur le dos de la crise. Là, je vois que Pélagie, par exemple, dit « Vous avez raison, la production des masques est devenue un business et c'est déplorable ». C'est assez paradoxal parce que d'un côté, le gouvernement ne fournit pas de masques, d'un autre... Oui, je disais tout à l'heure dans les conversations, dans le chat que, oui, brièvement, je vais être bref, que malheureusement, la confection des masques est devenue un business au Cameroun parce que l'État s'y est positionné en confiant la production des masques, soi-disant made in Cameroun, à l'entreprise publique SICAM. Mais malheureusement, ces masques-là seront vendus. Nous aurons souhaité, par exemple, que ces masques-là soient produits et distribués gratuitement aux populations. Parce qu'avant que l'État ne se prononce par rapport à la production des masques, nous avons les petites couturières des quartiers qui s'y étaient déjà lancées, puisque les masques que la plupart des Camerounais abordent en ce moment, c'est les masques qui ont été produits par les petites couturières des quartiers. Elles y gagnaient déjà leur vie avec ça, mais ce n'est pas de leur faute. Mais en même temps, elles avaient quand même quelque chose qu'elles proposaient aux populations et à moindre coût. Donc, nous sommes vraiment en train de mener un plaidoyer. Et enfin, nous observons encore pour le moment, parce que pour le moment, les masques made in Cameroun, soi-disant made in Cameroun, confectionnés par la SICAM, ne sont pas encore sur le marché. Nous attendons de voir ce que le gouvernement en fera. Nous espérons de tout cœur que ces masques-là seront distribués gratuitement aux populations. Mais en attendant, chaque citoyen, chaque citoyenne se débrouille avec les masques qui sont confectionnés par les petites couturières du quartier ou bien par les masques qui sont distribués pour les personnes vulnérables et défavorisées, par les organisations comme la nôtre, parce que nous avons beaucoup d'associations féminines qui sont lancées dans cette initiative de production d'équipes de protection et de distribution aux couches vulnérables. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui. Ici au Sénégal, au Sénégal, ce sont surtout les associations de tailleurs qui se sont manifestées et qui ont fait des modèles, disons, normalisés et qui attendent l'appui du gouvernement pour lancer une production à grande échelle. Sinon, chaque couturière, chaque tailleur dans son coin, confectionne maintenant des masques et qui sont vendus dans la rue à 200 francs le masque. Il faut dire qu'au niveau de la pharmacie, les masques, disons, réglementés, entre guillemets, il n'y en a pas. Et même s'il y en a, ça coûte 500 francs. Bon, là aussi, c'est un peu problématique parce que ça pose le problème de l'accessibilité. Parce que quand on dit que c'est une mesure obligatoire, il faut quand même s'assurer aussi que tout le monde peut en disposer. C'est pourquoi bon, chacun essaie de faire comme il peut, en attendant. Et même nous, au niveau du Sénégal, depuis hier, par exemple, à Saint-Louis, bon, si tu marches dans la rue sans porter ton masque, tu es interpellé par la police. Les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de transport aussi, systématiquement, ils sont transférés à la police, ils doivent payer une amende. Bon, c'est un peu problématique, quoi, parce que le problème de l'accessibilité quand même est là. Ok, donc on a pris des mesures d'une manière générale pour rendre certaines choses obligatoires, comme le masque, le confinement, le couvre-feu, mais sans se préoccuper du coût économique, social. Je pense que... Tu es revenue, Claudie? Alors, je ne sais pas, il y a un bruit là. Bon, on va se quitter dans environ 5 minutes. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, je ne sais plus si on l'a abordée aussi, c'est la question des filles, des jeunes filles. Est-ce que leur situation, par exemple, est-ce que le confinement ou est-ce que le surcroît de travail dans les familles, est-ce qu'il y a des risques de déscolarisation accrue, par exemple, des filles ultérieurement
après l'épidémie. Je ne sais pas qui voudrait s'exprimer sur cette question. Bon, je pense que c'est un peu trop tôt pour avoir déjà des chiffres et des impacts, d'autant plus que toutes les écoles sont fermées. Donc, bon, je pense qu'il faudrait peut-être attendre pour voir lorsqu'on fera un peu le point sur les mesures, l'effectivité d'abord des mesures qui ont été prises et puis comment est-ce que ça s'est traduit sur le terrain. Peut-être en termes de recommandations, c'est d'être attentif à ce que aussi bien les pouvoirs publics que les partenaires au développement essayent de financer des études d'impact ou des petites recherches ou des études de cas pour pouvoir avoir la situation qui pourrait donner des enseignements pour, bon, ultérieurement. Parce que des crises comme ça, on en aura et sur un autre domaine, donc ça pourrait toujours être utile, de mon point de vue. Ok. Je suis d'avis de Sarah, hein, parce que c'est un peu trop tôt. Il faut peut-être attendre l'évaluation de l'après-crise pour voir. Il y a des intervenants, enfin des participants qui ont signalé comme Équilibre et Population là, que des enquêtes sont lancées sur les répercussions du Covid par rapport à leurs projets ou les partenaires. Donc, on aura progressivement aussi plus d'informations. Et c'est une question qu'on veut aborder jeudi prochain. Quels sont les moyens que les acteurs de la solidarité, de la coopération, les ONG, etc., ou de la recherche pourraient mettre en œuvre pour documenter les conséquences au niveau du genre, bon, puisqu'on a bien compris que finalement c'était assez peu pris en compte par les institutions officielles ou les gouvernements. Je crois qu'on arrive effectivement à la fin. Je suis désolée, j'ai eu moi aussi mon problème de connexion. La Charente où j'habite fait partie de ces zones blanches en France où la connexion n'est pas toujours formidable. Donc on voudrait vraiment remercier déjà les intervenantes, Penda, Élise, Pélagie, d'avoir pris le temps de rechercher un peu cette question-là et de partager avec nous. On est vraiment désolé de ne pas avoir écouté Annie. On espère pouvoir la faire intervenir peut-être à un autre moment. Cette conversation sera mise en ligne pour que d'autres qui n'ont pas pu éventuellement participer aujourd'hui puissent la réécouter. Ce qui nous intéresserait surtout, vous avez le mail de Genre en Action, c'est apparu sur le PowerPoint. Surtout, n'hésitez pas aussi sur Facebook à nous faire part de vos commentaires pour qu'on puisse continuer, éventuellement faire une autre rencontre de ce type avec peut-être d'autres pays, sous d'autres angles d'approche, d'autres thématiques, toujours effectivement, évidemment en lien avec la question du genre. Et puis surtout voir comment, et c'est une des questions qui a été posée dans le chat, voir comment on tire des leçons de ce qui est en train d'arriver pour que les politiques publiques, que ce soit en termes sanitaires ou économiques, puissent tenir compte de cette crise qui révèle à l'infini la vulnérabilité économique, la fragilité économique notamment des femmes dans cette situation, qui relève la question des violences, qui met en évidence la question de la charge domestique que les femmes portent. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette crise pour essayer d'influencer dans le futur des politiques publiques sur des domaines qui sont les domaines sur lesquels en fait les femmes et les féministes notamment travaillent depuis très longtemps. Donc merci beaucoup d'être restés. Désolée pour les problèmes techniques. C'est l'apprentissage de la visioconférence un peu pour tout le monde, et quand c'est mélangé avec les problèmes de connexion, c'est pas forcément très facile. Donc on espère quand même que vous avez pu tirer des choses intéressantes de cet échange, et puis que peut-être ce ne sera pas le dernier, et on vous donne rendez-vous surtout donc jeudi à la même heure pour continuer un peu sur cette question-là, mais plus avec l'angle justement des réponses de la coopération et de la solidarité internationale. Voilà, donc prenez soin de vous là où vous êtes, confinez-vous bien,
résistez quand même, qu'on ne vous prenne pas toute votre liberté. Et puis à bientôt pour de nouveaux échanges. D'accord, à bientôt.